Jaime, Nicolas, Elisa, Clara, Pounam, Julien, Jérémy paraissent ressembler à toutes les personnes de leur âge. Et pourtant, ils ont un point commun qui les rend différents. Ils sont dyspraxiques. La dyspraxie, beaucoup de gens pensent que ce n'est que l'écriture. Non, c'est beaucoup plus que ça. À 14 ans, je ne sais pas faire mes lacets. Les autres dans la classe, ils comprennent des choses plus vite que moi. Parce que j'ai quelque chose qui me fatigue, par exemple, en plein milieu du matin. Un enfant plus long que les autres. Donc, les autres vont rendre peut-être 2 exercices finis en 5 minutes. Jaime, il va être capable de rendre qu'un seul. Les difficultés, c'est des difficultés de motricité, d'écriture, motricité fine. C'est difficile pour Clara d'écrire et d'avoir un geste précis. C'est très compliqué d'imaginer que son enfant prend un crayon, écrit 3 lignes, et qu'au bout de 3 lignes, il est épuisé. Il faut l'aider à enfiler le pantalon, mettre les sous-vêtements, un pull, c'est impossible. Et puis aussi en tout ce qui est espace, en géométrie ou en repérage en espace. Lorsqu'elle était petite, lorsqu'on est arrivé ici, elle avait un problème absolument terrible de savoir comment elle sortait de cette pièce. Quand on y pense, on se demande mais comment elle fait pour ne pas y arriver? Parce que nous, ça nous paraît tellement évident que d'enfiler un pull, bon, des fois ça coince un peu, mais pour elle, c'est déjà prendre le pull, dans quel sens je le mets, dans quel sens j'enfile. Ces signes peuvent paraître de la maladresse, de la paresse, d'ordre psychologique. Ils sont pourtant les manifestations d'un véritable handicap. On est là devant quelque chose de particulier, trouble spécifique des apprentissages, qui est un handicap cognitif non majeur, non critique. Handicap difficile à détecter. Ça a été au moment de la marche, vers 17 mois, donc elle a marché pas trop tard, mais ça a été difficile, se lever toute seule, elle n'y arrivait pas, s'asseoir. On voyait que les obstacles, ça la gênait, enfin, c'était assez bizarre. Incontestablement, depuis très longtemps, Elisa était maladroite, elle avait un dessin extrêmement pauvre. Depuis la première fois qu'il était scolarisé, on a constaté qu'il y avait un petit peu de décalage par rapport à ses camarades de classe. Tout petit, il avait 18 mois, il ne nous regardait pas dans les yeux et on a senti, alors comment, est-ce que c'est l'instinct maternel, parce que Jérémy est notre premier enfant, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On avait remarqué qu'il y avait un problème d'écriture, de présentation. Mais sinon, c'est vrai que j'étais passé complètement inaperçu. Mettre un nom là-dessus, c'était pas très facile. Et encore une fois, on était à milieu d'imaginer que ça existait et que ça existait chez d'autres. D'autant plus que la dyspraxie reste encore peu connue dans tous les milieux. Donc j'en avais parlé au pédiatre. Et la pédiatre m'a tout de suite cataloguée comme une maman inquiète. Elle était suivie assez régulièrement et la pédiatre faisait le point tous les 3 mois et on voyait les progrès. Et puis en fait, à l'âge de 3 ans, elle a soupçonné des retards psychomoteurs, donc c'était plutôt vague. Et à partir de là, elle a commencé des séances de psychomotricité. C'est avec l'âge que les symptômes deviennent plus évidents. Après, à 4 ans, l'arrivée à l'école, on a vu qu'il y a des choses qui n'allaient pas, le crayon, faire des dessins, puis elle ne s'intéressait pas aux choses auxquelles on s'intéresse à cet âge-là, quoi. Tout ce qui était puzzle, empilage de cubes. On est arrivé en CP avec déjà des problèmes constatés pour l'apprentissage de la lecture. La lecture et l'écriture est devenue vraiment un problème pour lui. C'est en grande section la directrice de son école qui m'a dit « Nicolas a des difficultés en écriture quand il doit écrire son prénom. Ça va un peu dans tous les sens sur la feuille. Donc je suis un petit peu inquiète quand on lui demande de mettre par exemple une éponge dans une cuvette sous l'évier. On a l'impression de lui parler chinois. Quand il est avec des petits copains à faire à la queue leu-leu, on lui demande de venir devant ou derrière et on a l'impression qu'il ne comprend pas. Donc elle m'a dit qu'il faudrait peut-être voir avec son pédiatre. Et c'est à niveau des CO2, sa maîtresse a dit il faut chercher la cause. Absolument, cet enfant est en détresse aujourd'hui, il est assez triste en classe.
il commence à s'isoler un petit peu et son problème est au-delà des psychologiques, il y a quelque chose. Des examens médicaux poussés permettent d'établir un diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait? Bilan psychomoteur, bilan ergothérapie, bilan orthoptiste. Donc le bilan orthoptiste a mis en évidence qu'il y avait des saccades au niveau de ses yeux, qui ne sont pas forcément très bien coordonnés. Donc l'un va regarder à droite, l'autre peut regarder à gauche, même si on ne le voit pas. Et que ces saccades allaient les pénaliser pour se repérer. Donc à 6 ans, elle a fait un bilan neuropsychologique qui a définitivement diagnostiqué donc plusieurs dyspraxies en fait, puisqu'elle est dyspraxique visuospatiale, le constructif aussi et l'habillage. L'établissement du diagnostic de la dyspraxie est une étape très importante. Moi, quand on m'a dit c'est un handicap et que la maison du handicap nous a reconnu Jérémy à 50%, ça a été un soulagement. Parce que le handicap, moi c'est le message que je veux passer, le handicap c'est pas un tabou, c'est pas une insulte. Je veux vraiment qu'on appelle le nom. Voilà, un handicap, ça ne guérit pas, on vit avec et ce n'est pas une maladie. La dyspraxie, ça ne se répare pas. Ça s'accompagne, ça se contourne, ça s'améliore, mais ça ne se répare pas. Et la vie était meilleure à partir du moment où on a su qu'il était dyspraxique et que ce n'était pas Jaime le feignasse. Le diagnostic établi permet de mettre en place une équipe pour accompagner l'enfant. Donc à partir de là, on a fait toutes les démarches pour qu'elle puisse être prise en charge, puisqu'on nous recommandait donc, des séances de psychomotricité, mais ça avait déjà commencé, de l'orthophonie, de l'orthopsie et de l'ergothérapie. Mon fils est dyspraxique, c'est la fin du monde, non. Au contraire, c'était chercher ces spécialistes qui pouvaient nous accompagner pour lui donner le choix d'améliorer ses performances pour devenir un enfant tout à fait normal comme les autres. Et tout en sachant que son problème, il y a des contraintes, mais essayer de les dépasser. C'est vrai que c'est mieux quand c'est diagnostiqué tôt, puis surtout ça nous permet de mieux aider Jérémy en fait, et les enfants, parce qu'on sait comment du coup les aider. Ce qui permet à l'enfant d'entreprendre une scolarité dans les meilleures conditions. Avoir le diagnostic avant de rentrer au CP, ça permet de dialoguer avec les enseignants, avec les directeurs d'établissement, d'une façon plus efficace que si on leur dit mon enfant a un souci, mais on ne sait pas. Surtout qu'il existe un réel manque d'informations. Il y a plein d'enfants à l'école que j'ai pu côtoyer qui ont des problèmes comme on dit, dysphasie, mais précisément et concrètement, qu'est-ce que c'est que la dyspraxie? Non. En ce qui concerne la formation que j'ai pu avoir à l'IUFM, on a évoqué les problèmes de dyslexie sans en approfondir la question, mais en tout cas, je découvrais complètement la dyspraxie. En fait, je l'ai compris au moment des équipes éducatives, quand on s'est tous retrouvés autour d'une table, tous les intervenants autour de Clara. Et là, du coup, c'est devenu beaucoup plus clair pour moi. C'est à ce moment-là où c'est devenu clair. Voilà. Et ce qui m'a vraiment formé et informé, c'est tout le travail que j'ai pu faire, tout d'abord avec la mère de Jérémy. Il faut, à niveau de formation, peut-être arriver à pouvoir donner des éléments aux enseignantes, déjà pour la reconnaissance de problèmes, pour qu'ils puissent être diagnostiqués à temps, et après pour qu'ils puissent faire un accompagnement beaucoup plus précis dès le départ. On n'est pas formé du tout, ça effectivement. Donc on s'adapte, on se forme tout seul, comme on peut. Pour Clara, diagnostiquer tôt, tout a pu se mettre en place à partir du CP. Quand à l'école, on a pu dire ce qu'elle avait, à partir de là, c'est vrai que tout s'est déclenché. Donc elle a bénéficié d'un PPS, donc c'est un projet personnalisé de scolarisation, avec donc un enseignant référent qui chapeaute tout ça. Donc l'ergothérapeute peut venir à l'école, faire ses séances, et puis du prêt de matériel pédagogique, donc un ordinateur et une imprimante, qui suivra Clara jusqu'à la fin de sa scolarité en primaire. Un ordinateur pour pouvoir travailler en classe. C'est une grande aide et je pense que ça la rassure aussi. Parce que sinon elle se rend compte qu'elle ne peut pas écrire toute seule et forcément quand elle est en échec, elle n'a pas forcément envie de travailler. C'est pour ça que cette année on a donc un ordinateur pour tout ce qui est production d'écrit, pour l'aider. Parce que dans le sens elle le fait, elle sait écrire le mot maison par exemple. Mais écrire la lettre M et la lettre A, c'est difficile pour elle. Donc du coup, l'ordinateur lui permet de taper la lettre M et la lettre A.
Elle a pu avoir une AVS à temps partiel. Anne-Laure est là pour vraiment l'aider à utiliser l'ordinateur, à reformuler aussi les consignes, hein, à recentrer. Donc c'est bien qu'il y ait quelqu'un à côté d'elle pour l'aider à se concentrer, à redire la consigne, reformuler les choses. J'ai tendance à me définir comme étant sa béquille, entre guillemets. Je suis là pour l'aider, pour l'assister, mais pas pour faire le travail à sa place. On a adapté l'emploi du temps en fonction de l'AVS en fait, le plus possible. Jaime, diagnostiqué plus tard, a seulement pu bénéficier d'un programme d'accompagnement à partir du CM2. Donc aujourd'hui, Jaime, il fait 3 séances de rééducation par semaine actuellement. Donc il va faire le lundi l'orthophonie. Ensuite, il fait le mardi de l'orthoptiste. Donc il va aller à la séance de rééducation de ses yeux pour un repérage dans l'espace plus pertinent. Et après, il y a des séances d'ergothérapie le jeudi après-midi. Et l'ergothérapeute va lui apprendre déjà d'une part tout ce qui était le clavier, la frappe clavier, et maintenant tout ce qui est les outils. En plus de l'écriture, l'ordinateur permet à Jaime de suivre en géométrie et aussi de gagner du temps. La géométrie est un exercice épouvantable. Pour un enfant dyspraxique, c'est extrêmement compliqué parce que sa représentation de l'espace est quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer nous-mêmes. Améliorer ses performances à l'école, ça se passait par un ordinateur. Et que même si à la maison il se trouve bien, il va retrouver ses affaires assez rapidement, il ne va pas avoir des problèmes pour aller d'une pièce à l'autre, quand même l'école était un handicap beaucoup plus important pour lui, que sinon il n'allait pas s'en sortir à niveau scolaire. C'était beaucoup plus dur quand j'avais pas l'ordinateur parce que comme j'allais très doucement et j'avais besoin d'1 heure pour faire au moins 2 exercices. En 10 minutes, là, j'arrive à faire un exercice. Avec l'âge, la problématique reste la même. Un enfant dyspraxique n'a pas de réflexe. Tout ce qu'il fait, ça doit être programmé, reprogrammé, re-reprogrammé. Par exemple, si j'ai un verre en main, un verre en main ou un objet, et que je suis absorbé dans une discussion, le verre va tomber. Mais le rôle des accompagnateurs se modifie. Donc aujourd'hui, il faut qu'on voit quelle photocopie il faut faire. Il faut aller récupérer le cahier du camarade. Je l'ai suivi en CM2 pour tout ce qui était l'apprentissage de la frappe au clavier. Et puis là, deuxième partie, l'entrée au collège, donc la gestion du quotidien. Je suis vraiment plus rentrée dans le quotidien du collège. Jérémy a beaucoup de mal, une fois tapé au kilomètre, de mettre en page, de se relire, recorriger les fautes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il ne fait pas automatiquement. Donc on essaye de le faire régulièrement en ergo pour qu'il, petit à petit, il arrive à avoir ce réflexe. C'est vrai qu'on est vraiment en attente là du coup d'un auxiliaire pour la rentrée prochaine parce que voilà, l'ordinateur ne fait pas tout et il a besoin d'une aide, pas tout le temps, mais disons que régulièrement il a besoin d'avoir des aides pour l'organisation, pour la prise de notes, pour faire des contrôles aménagés à l'oral, etc. Poonam est en 3e. De multiples adaptations lui sont fournies afin qu'elle puisse passer son brevet avec succès. À son âge, à 15 ans, elle repère bien ses difficultés. On se voit 1 heure par semaine et elle vient avec ses demandes et ses difficultés et on essaye de trouver des petites choses qui l'aident à suivre sa scolarité. Poonam, son regard, il n'est pas organisé de la même manière. Nous, quand on lit, on n'a pas de difficulté à suivre une ligne droite comme ceci et de faire une saccade pour aller à la ligne et poursuivre la suivante. Poonam, elle, déjà, les petits caractères comme ça, c'est difficile à déchiffrer. Ensuite, elle va commencer donc sa ligne, comme nous. Là, la disposition en article aussi, il faut qu'elle aille plus vite à la ligne. Donc, elle sera aussi peut-être tentée de continuer sa ligne jusqu'ici, puisqu'elle n'aura pas forcément visualisé l'espace qu'il a. Si, il y a quand même une séparation. Donc, supposons qu'elle aille à la ligne ici, elle va peut-être se perdre et aller piquer sa saccade au début d'une 2e ligne. Donc ici, elle va croiser pour recontinuer sur une autre ligne. Elle peut s'être aperçue aussi après qu'elle s'est trompée. Donc elle va remonter et reprendre sa lecture en ligne. Et une fois arrivée là, idem,
elle va faire une mauvaise saccade et elle est piochée ici. Et donc on a des sauts de ligne qui sont possibles et une mauvaise lecture si elle continue sur la même ligne comme ça. Donc ce qu'on fait avec Poonam, c'est que c'est plus facile de lire sur des A3 comme ça et de mettre de la couleur quand on change de ligne. Poonam, elle est très fatigable pour ce genre d'activité et on propose en ergothérapie des logiciels qui lisent des articles qu'on scanne. Stylo au bon endroit sur la feuille et on écrit. Cela n'est pas le cas du dyspraxique qui, lui, est obligé de penser à ses gestes pour les réaliser. Outre le logiciel de lecture de texte, Poonam possède aussi un logiciel de dictée sonore et une personnalisation de son ordinateur. Dans ces cas-là, j'ai des raccourcis clavier. Je tape BCP, il va me marquer le mot beaucoup. Et tout ça, c'est mémorisé dans l'ordinateur et c'est mon propre vocabulaire. On lui propose également une adaptation des documents écrits. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent faciles à faire et d'autres plus difficiles? Moi, je dirais que le document 1, pour moi, il est lisible sous cette présentation. Et alors que le deuxième document qui est sur la page, je pourrais m'en sortir, mais c'est pas encore le top en fait. Parce que les tableaux à double entrée, je n'arrive pas à faire la concordance entre les lignes et les colonnes. Ici, dans un tableau à double entrée, il faut mettre en relation les lignes et les colonnes pour accéder donc à une donnée. Chose qu'effectivement l'élève dyspraxique aura du mal à faire. Ce qui fait qu'on essaye de les soulager en détruisant ces tableaux. Je l'agrandis, c'est pas suffisant. Donc obligatoirement, je vais être obligée de bricoler quelque chose pour que l'élève puisse accéder au mieux à son document. On va détruire ce tableau pour que l'élève puisse lire le tableau. Donc on va avoir une lecture linéaire, comme un texte, avec un code couleur, c'est-à-dire qu'une ligne sur deux, on va mettre de la couleur. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais le mot-clé reste toujours s'adapter au handicap de l'élève. Mais tout cela ne suffit pas. Comment ? Pour progresser, chacun doit mettre en place des stratégies pour contourner son handicap. Par exemple, en dictée, dès qu'on doit apprendre des mots de dictée, je les épelle et en même temps je chante et ça me fait l'apprendre. Moi j'ai pris mes repères, de voir les numéros de salle. Le jour où ils repeignent l'établissement, les portes, je suis perdue, je peux faire 10 fois le tour de l'établissement et pas me repérer. Au quotidien, on ne veut pas non plus l'embarrasser constamment de rééducation, donc on trouve des petits jeux, des petites choses qui l'amusent, mais qui en même temps ont une utilité. Donc oui, c'était le petit jeu des apéricubes. Donc c'est vrai que c'est un petit cube de fromage qui, avec une main, il ne faut pas l'écraser, sinon on peut difficilement le manger, et puis défaire tout le tour sans qu'il soit abîmé. Et ça a été très dur au début. À force, elle a trouvé sa stratégie, sa technique, et puis maintenant, elle fait ça de façon très professionnelle. Pour manger, j'ai toujours une tête un peu basse, parce que si je la lève, après, avec mes yeux, j'arrive pas. Des fois, j'essaye de mettre la nourriture par là ou par là, et alors que j'arrive pas à le mettre dans la bouche. S'habiller encore aujourd'hui, je fais les gestes toujours dans le même ordre. Et encore une fois, en y pensant de manière précise à chacun de ces gestes. J'apprends tout par cœur. Donc par exemple, je vais de chez moi à la Gâte. J'ai tellement fait le trajet que je le connais par cœur. Je me dis, tiens, il y a ce bar, il y a ce McDo, il y a ce rond-point, et c'est là que je dois aller. Mais si c'est la première fois, je peux tourner 1 heure et demie sans trouver l'endroit. Tout ce que nous venons de voir a pour but de leur faciliter à prendre leur place dans la société. Et Clara est très bien intégrée. Souvent, c'est les enfants qu'elle connaît depuis longtemps. Il y a même beaucoup d'aide. On s'arrange aussi dans la disposition où est-ce qu'elle est en classe pour la mettre à côté d'élèves dégourdis, entre autres, et entre guillemets plutôt, et qui peuvent du coup l'aider. Sans oublier que cette intégration passe toujours par une bonne information. Et pour éviter justement les moqueries ou pour éviter de montrer du doigt Jérémy, il m'a semblé vraiment important et
Et de toute façon, on n'aurait pas pu fonctionner autrement que d'en parler aux enfants et de leur dire que c'est un enfant comme les autres, avec des difficultés. Clara elle-même, cette année, a expliqué aux enfants ce qu'il en était. Parce qu'il commençait, elle n'aimait pas le fait qu'on la traite de handicapée, mais il y avait un côté péjoratif là-dessus qu'elle ressentait comme ça, même si on n'a pas de problème avec ce mot-là. Pour moi, oui, effectivement, elle a un handicap, mais pour elle, elle le vivait assez mal. Et en fait, donc, les choses ont été mises au clair à l'école, ils ont discuté, les enfants, donc ils ont compris qu'elle avait besoin d'aide. Elle a lié aussi des vraies relations d'amitié. Elle a des vrais amis voilà, comme un enfant de la classe et avec qui elle va jouer, elle se retrouve avec plaisir dans la cour de récréation. Clara, elle a un ordinateur, ils savent que Clara, elle est dyspraxique, en plus on en reparle avec votre venue encore plus, mais voilà, c'est vraiment acquis. Anne-Laure est là, la vieillesse est là, à côté d'elle, ils sont là pour l'aider, il n'y a aucun souci. Non. Une forme de solidarité s'est créée très spontanément. Les enfants, je les vois faire, des fois le matin, je l'accompagne mais je repars aussitôt, mais je vois que les enfants, un l'aide à enlever son manteau, l'autre accroche le manteau, l'autre l'aide à ouvrir le cartable. Et ça, c'est vraiment formidable parce que ça la soulage de gestes qui lui sont difficiles à elle. Et c'est vrai que si elle devait arriver le matin, passer un quart d'heure à enlever le manteau, essayer d'ouvrir le cartable et que personne l'aide, je pense qu'elle le vivrait mal. Mais là, du coup, elle accepte spontanément l'aide des autres et les autres vont spontanément l'aider. Donc l'ergothérapeute est venu parler aux enfants de la différence de Jaime. Ils ont eu une séance avec la maîtresse et avec l'ensemble des enfants pour expliquer pourquoi dans 4 jours Jaime aura un ordinateur en cours, etc. Donc ça s'est passé en douceur. Cette intégration, ces informations doivent permettre de reconnaître les qualités de l'enfant dyspraxique. Je pense que je fais pareil aux autres, je pense. J'ai des difficultés, j'ai des notes un peu plus basses que la moyenne de ma classe, mais voilà, je me débrouille, je sais me débrouiller. Un projet de danse avec une chorégraphe, et là voilà, Clara elle vient avec moi et c'est une élève, tout le monde, elle adore danser, elle est là, elle fait une activité comme tous les autres élèves de la classe en fait. Voilà. C'est pas jouer au foot, mais elle parle le russe, elle chante en russe. C'est pas parce qu'un élève est dyspraxique que c'est un mauvais élève. C'est un élève qui a des qualités égales à celles que des enfants ordinaires, et voire même plus des fois. Et c'est des qualités qui sont cachées un peu comme ce handicap, et il faut justement en savoir plus et fouiller un peu plus pour se rendre compte de toutes ces compétences-là. Et la bonne surprise, c'est qu'il a pu rentrer dans la lecture très très vite. Peut-être même plus vite que d'autres enfants qui n'avaient pas son handicap. La personne dyspraxique reste cependant une personne fragile. Je le vis bizarre, pas très bien. C'est dur. On a des enfants qui sont extrêmement fragiles sur le plan psychologique. Extrêmement fragiles parce qu'ils sont toujours en tension. Parce qu'ils ne sont jamais au repos. C'est des enfants qui ont quand même beaucoup de mal à jouer avec les autres enfants, à s'intégrer dans un groupe. L'épanouissement passe aussi par la réalisation d'activités extrascolaires. À la danse sur glace, je suis comme les autres. Ça me libère de tous mes problèmes. Elle a choisi aussi d'avoir des loisirs, et c'est normal. Il faut aussi qu'elle apprenne à vivre avec les autres. Alors elle le fait à l'école, mais après, hors du cadre scolaire. Puis certainement dans l'équilibre, dans la perception de son corps, certainement ça y joue. Donc c'est un plus pour elle. C'est ce qui lui donne confiance en lui. Il se sent comme les autres. Il progresse au même niveau que les autres. Et donc c'est pour lui une façon de se sentir un petit peu libre sur la glace. Et ces problèmes de repérage, même s'ils sont toujours là, il a appris à les compenser énormément. En fait, je suis mieux en équilibre. Parce qu'avant, je l'étais pas, donc ça m'a aidé, le cirque. Une grande confiance en lui, parce que c'est un enfant qui manquait d'assurance. Travail d'équipe, travail de tous qui porte ses fruits. Maintenant, elle devient beaucoup plus autonome, mais à force de lui répéter les choses. C'est une réussite, je crois, parce que tout le monde s'y est mis, les parents, les enseignants, les intervenants extérieurs.
Donc je trouve que Cara est une petite fille épanouie dans la classe et voilà, ça c'est une vraie réussite. Les progrès, c'est vrai qu'au jour le jour, non, on ne les voit pas. C'est très long, c'est par palier. C'est vrai qu'un jour, on dit, tiens, elle sait faire ça, ou ah ben maintenant ça va mieux pour certaines choses. Mais les progrès, ils sont très très lents. Et puis, du fait qu'elle ait été prise en charge depuis très petite, on se dit que, heureusement, parce qu'elle a pu faire des progrès depuis très tôt et que elle n'en serait pas là actuellement. On arrive quand même à améliorer par rapport à ce qu'elle, le début. Elle a fait des progrès au niveau de la stabilité, la précision de sa fixation, de sa poursuite, de ses saccades. Ça restera sans doute toujours difficile pour elle, mais elle a fait quand même déjà, on sent déjà une bonne évolution. Jérémy, elle a toujours été, depuis tout petit, en fait, il a toujours été en progrès constant. Alors, on ne regarde pas par rapport aux autres, on regarde toujours par rapport à lui. C'est-à-dire qu'on part d'un point A, on arrive au point B, ça prend le temps qu'il faut. C'est ses progrès à lui. Reconnaître et connaître la dyspraxie reste un long chemin à parcourir, bordé de questions et d'espoir. Elle fait son CP, elle va rentrer au CE1, mais on ne sait pas la suite. Et puis, il n'y a pas d'autres prises en charge qui peuvent être faites, quoi. Ou c'est l'école, ou c'est quoi, on ne sait pas. Je suis optimiste pour Elisa, d'abord parce que son parcours il n'est pas fini, et puis je suis optimiste pour tous, parce que le travail qui se fait, encore une fois, depuis moins de 10 ans, il servira aussi à ne pas voir nos enfants à 20 ans ou à 25 ans dans des situations d'échec. Même si je suis en formation de comédien, et que j'essaye effectivement de le devenir et d'arriver à terme à en vivre, mon métier principal, entre guillemets, en tout cas celui dans lequel je m'exprime le mieux, c'est la poésie. Là, effectivement, je suis en train de rechercher un éditeur pour publier un recueil de poèmes d'une centaine de poèmes. Et on a vu son pédiatre il y a 3 jours, puisque c'était sa visite des 12 ans. Et il me dit, depuis qu'on a vu Nicolas, qui a été un des premiers sur le Maine-et-Loire à être éduqué pour la dyspraxie, on est très confiant parce qu'on se dit que si cet enfant qui a été quand même très entouré au niveau des équipes de rééducation, avec le progrès qu'il a fait, ça nous donne beaucoup d'espoir pour qu'on prenne les enfants dès leur plus jeune âge, si on les diagnostique, de façon à les rééduquer et qu'ils partent dans la vie avec un bagage qui fait qu'ils seront moins stressés et moins défavorisés qu'un enfant qui n'est pas qui est référencé quand il a 12 ou 13 ans. Aujourd'hui, on a mis en place toutes les rééducations qui étaient nécessaires pour l'aider à s'en sortir. Mais ce qu'il est clair, c'est qu'il doit prendre sa vie en main parce que ça lui appartient. On ne sera pas toujours là, donc il faut qu'il prenne son autonomie pour qu'à un moment donné, il puisse voler tout seul. Obéis-moi, mon cœur. Agis suivant ma volonté. Je ne veux plus devoir te dérober. De loin, j'ai l'air normal, sans doute beau, presque bel homme. De près, je suis emprunté, pareil à un sous-homme. Ils ne savent pas que je t'ordonne de m'obéir pareil à tous les hommes. Toi, ma langue, enhardis-toi. Oublie tes fers, oublie ton bois. Et mes membres et mes bras et mes jambes, et mes membres et ma face. Oubliez-moi, devenez grâce. Je vois et j'entends, je perçois, je comprends. Montrez-leur quelles sont mes idées. Réagissez selon ma volonté. Emprisonné dans mon propre corps, j'aimerais montrer comme je suis fort. Je pense que ça reflète assez bien ce que je ressens au quotidien et le sentiment de différence que j'éprouve encore aujourd'hui.